Alors nous avons déjà fait 3 sciences. Voilà. Est-ce que vous avez déjà tous les cours? J'en ai 2. 2? C'est quel cours que vous... Les 2 premières séances. Oui. Donc, 3 numérique et puis publicité. D'accord, ok. Donc on va faire la dernière puisque vous n'étiez pas là. Voilà, l'événementiel. L'événementiel. Voilà, aujourd'hui c'est une sorte de révision, mais on va faire l'événementiel puisque vous n'étiez pas là. Ok, donc le troisième module tourne autour du droit de l'événementiel. Mais pour l'événementiel aussi vaste et comprend des subdivisions comme toute autre matière. Nous avons mis l'accent sur une thématique particulière qui est relative aux obligations des organisateurs de spectacles. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est, en tout cas, en même temps que nous sommes dans un contexte d'animation, un contexte festif, il faut voir, en même temps que cela génère de la joie et puis de la vie, quels sont les effets que cela pourrait générer, voilà, en cas de responsabilité ou bien de règles à observer de façon obligatoire. Alors, nous allons partir d'abord de la notion d'événementiel. Alors, la communication événementielle est un outil de communication hors médias, interne ou externe, utilisé par une entreprise ou une institution, ou tout autre organisme, association, etc., consistant à créer un événement généralement sous la forme de salon, congrès, festival, convention, soirée festive, cocktail, remise de prix ou rallye. Cet événement est souvent conçu et réalisé par une agence de communication spécialisée, comparable à une agence de publicité appelée agence événementielle ou agence d'événements. L'entreprise organisatrice peut aussi utiliser une plateforme de gestion d'événements pour faciliter l'organisation de ces événements. L'entreprise peut également organiser sa propre communication interne pour fédérer et communiquer autour de ses valeurs ou de ses projets. L'événement, aujourd'hui, il faut dire que est utilisé par toute structure, toute personne pour pouvoir se faire connaître. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être dans une société, à moins qu'on veut vivre dans une totale discrétion ou bien passer inaperçu, alors qu'en même temps, on peut faire quelque chose de marquant dans la société. Voilà. Soit à titre purement philanthropique, ou bien à titre occasionnel, mais pour soi-même, pour que cela puisse marquer nos personnalités et marquer autour de nous, dans un cadre familial, un cadre amical, un cadre religieux ou un cadre purement associatif, ou bien même ce qui est le plus fréquent, un cadre managérial, un cadre d'affaires ou bien un cadre entrepreneurial. Voilà. Donc, lorsqu'on entretient ces genres, en tout cas de projets, qui s'ouvrent au public, en tout cas, la méthode utilisée, c'est de pouvoir convoquer forcément une activité qui consiste à vulgariser ou bien faire la promotion de ce qu'on veut faire. Parce qu'on ne veut pas que cela se limite à nous, ou bien que ça puisse se limiter dans la sphère d'intimité de la personne, mais que ça puisse sortir pour être connu au public. Et dans ce contexte-là, il faut vraiment, je peux dire, avoir à l'esprit, en tout cas, beaucoup de réalités à observer, tant au plan juridique, économique, au plan sociologique, anthropologique, etc. Raison pour laquelle elle dit que l'événement est un vecteur d'image pour les organismes qui utilisent ce concept et par le biais d'un accroissement de leur autorité ou de la promotion de leurs produits et services, surtout dans le domaine, en tout cas l'entreprise, des affaires, etc. Surtout qu'on fait des affaires, on ne peut pas, en tout cas, faire des affaires, en tout cas dans la discrétion ou bien dans l'inaperçu. Il faut forcément se faire connaître et c'est par le biais de l'événementiel
par le bien des concepts, par le bien, en tout cas, de certains paramètres qui consistent à communiquer. La communication événementielle se distingue des autres techniques de communication par sa fonction première, de réunir les hommes et de créer un espace de communication éphémère qui soit festif, concert, cocktail, réception dansante, cérémonieux, inauguration, commémoration, didactique, congrès, soirée, débat, salon non commercial ou à viser ouvertement commercial, salon animation commerciale. Et vous êtes dans le domaine, hein? Voilà, vous êtes dans le domaine en tout cas d'aide au projet, voilà, la création d'entreprise, forcément pour faire le lancement de tous ces produits, de tous ces concepts, il faut communiquer là-dessus. Voilà. Pour organiser un événement qui soit culturel, comme par exemple un concert ou une exposition, commercial, comme une foire ou un salon, ou bien encore sportif, il est nécessaire de respecter les règles et de connaître certaines dispositions légales. Entre les déclarations, les consignes à respecter et les questions de responsabilité, etc., il est préférable d'être bien renseigné et préparé pour éviter de gros soucis. Du projet, le lieu du développement de ces événements devront être préparés et gérés avec une grande rigueur. De la rigueur tant dans la préparation préalable que dans le suivi de la gestion de l'événement que dépend la réussite finale de celui-ci. Une mauvaise préparation, une mauvaise gestion peut avoir des effets désastreux, incidents ou accidents au cours duquel des gens peuvent être blessés et tout cela est un risque pour notre réputation, nos compétences et déboucher même sur des licenciements de salariés. Au pire, cela peut mettre en cause la responsabilité civile et pénale des organisateurs. La sécurité des lieux et des personnes est devenue une condition sine qua non de l'organisation des événements. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut dire aussi que, quand on parle d'événementiel, c'est en même temps quelque chose qui rassemble, c'est délicat et c'est à risque. Il faut minimiser ces risques. Quand on parle par exemple de concerts, tout le monde, même des mineurs, que ce soit des personnes âgées, des femmes, des hommes, en tout cas de toute classe sociale, ils vont. Et là, à cause de l'effet de foule, c'est clair que des débordements pourront conduire à des situations désastreuses. Raison pour laquelle il est important de caractériser ce secteur-là par rapport, en tout cas, à son régime juridique. Voilà. Quelles sont les règles auxquelles il fait appel. Mais nous notons que dans ce contexte, le secteur de l'événementiel fait appel à une pluralité de règles juridiques qu'il convient en tout cas de respecter. C'est un secteur transversal. Voilà. Il n'est pas bloqué, comme par exemple le secteur du numérique qui fait appel à des règles qui sont déjà mises en place ou établies par le législateur et qui sont relatifs en tout cas au respect de la vie privée sur Internet par exemple, ou bien à l'utilisation des médias ou bien des logiciels, qui sont des règles prises spécialement par l'autorité réglementaire ou bien par le pouvoir législatif. C'est un secteur également qui se démarque du secteur de la publicité parce que la publicité également a aussi ses propres règles aujourd'hui en termes de loi, de décrets et d'arrêtés d'application. Mais l'événementiel, il est pluridimensionné au plan de juridique. Raison pour laquelle on dit que c'est un secteur qui fait appel à plusieurs disciplines juridiques du fait de sa particularité à mettre en relation des acteurs de profils différents et de la signature de contrats à plusieurs finalités. Nous pouvons citer notamment les disciplines ci-après, le droit des médias et la publicité pour faire connaître l'événement public, le droit des affaires inspiré du droit communautaire WADA, choix de type de structure événementielle envisagée, le droit du travail pour le recours aux agents contractuels pour l'aménagement et la sécurisation des sites, le droit civil et pénal pour l'application de la responsabilité en cas de dommages, le droit de la construction pour le respect des normes d'habitat en ce qui concerne l'établissement d'accueil, le droit administratif visant les rapports entre les organisateurs et les autorités administratives, demande d'autorisation, d'agrément, recours aux forces de l'ordre pour la sécurisation de l'événement. Le droit de l'environnement visant le respect des normes de propriété, non, c'est pas propriété, c'est propriété. La propriété, c'est voilà,
Je me suis trompé parce que je n'ai pas pu corriger les détails. Voilà. Non, c'est encore là. Voilà. Dans les propriétés et de salubrité dans le cadre de l'événement, le droit des assurances pour la couverture d'éventuels dommages liés à l'événement. À l'article général de cours 23, étant donné que le droit de l'événementiel a un caractère transversal, au terme de l'enseignement proposé, l'auditeur sera en mesure de cerner les principales règles de droit découlant de la législation dans le secteur de l'événementiel, d'identifier les procédures à respecter pour la tenue des événements, d'identifier les solutions juridiques à un conflit engendré à l'occasion de l'organisation de l'événement, d'identifier les facteurs pouvant être sous la responsabilité des acteurs dans le secteur. Alors dans ce contexte, comme il s'agit de l'événementiel par exemple, lorsqu'on veut organiser des événements qui sont en réalité des spectacles publics, ouverts au public, nous partons d'abord d'une forme préalable juridique dans lequel on doit évoluer. Voilà. C'est sous quelle coupole on organise un événement, dans quel cadre juridique on s'entremet pour pouvoir organiser un spectacle, par exemple. Raison pour laquelle nous ne sommes pas dans un chapitre relatif au préalable, la forme juridique de la société événementielle. Alors, les spectacles ouverts au public, au grand public, sont souvent conçus et réalisés professionnellement par une agence événementielle appelée entrepreneur de spectacle. Il peut être aussi organisé par des particuliers non professionnels qui organisent l'événement à titre occasionnel. Voilà. Parce qu'il faut dire que des événements pleins de personnes en font une activité principale. C'est l'une du marketing. Voilà. Les agences qui sont là pour ça. Voilà. C'est au niveau, en tout cas, du secteur de la communication, du secteur du marketing, etc. Les agences sont là. Mais si on ne connaît pas de façon nominative, et ces structures existent, que ce soit en Côte d'Ivoire ou bien en Europe. Et puis ça engendre, en tout cas, ça brasse d'énormes sommes d'argent. Et puis ça a des implications fiscales, etc. Alors la forme juridique de l'agence événementielle, étant donné que cette structure a pour profit d'organiser des événements, il ne peut s'agir que d'une organisation d'affaires mise en place en vue de réaliser des profits. Dans ce cadre, elle doit emprunter la forme d'une structure commerciale. Voilà. Raison pour laquelle j'ai un peu passé en revue la structure commerciale qu'on pourrait emprunter pour pouvoir organiser un événement. Ce contexte donne aux promoteurs des choix multiples parmi de grands nombres de structures juridiques existantes. L'entreprise individuelle a souhaité des capitaux, type SA, en passant par la SARL ou par la société par situation simplifiée. La liberté de l'entrepreneur l'emporte. Ces structures sont réglementées par la communauté WADA au travers de 2 actes uniformes. L'acte uniforme portant sur le droit commercial général de 2010, qui réglemente l'entreprise individuelle dont les activités des commerçants. Et l'acte uniforme relatif au droit de la société commerciale du GIE de 2014, le dernier en date, après la révision, qui porte sur les sociétés commerciales. Dans l'entreprise individuelle, bon, toi tu es déjà un juriste, tu le sais, hein? Voilà. C'est une entreprise qui est créée par une seule personne, mais dont le patrimoine se confond à la personne elle-même. Voilà. Certes, on sait qu'aujourd'hui, tu sais au moins qu'une société commerciale peut être créée par une seule personne. Hein? Voilà. Voilà. Donc, il peut sembler avoir une confusion, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise individuelle est créée par une seule personne, mais il y a une confusion du patrimoine. Par exemple, le registre du commerce est fait au nom de la personne. Voilà, il paie les impôts en son nom propre, il fait les déclarations en son nom propre. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très simple, on ne demande pas de capital, mais le risque, c'est que en cas de responsabilité ou bien d'insolvabilité, les dettes, la totalité des biens mobiliers ou immobiliers est donc cette dette retenue par les créanciers et les dettes du fondateur peuvent être même prélevées sur le patrimoine du conjoint. Voilà. Lorsque, par exemple, on fait bien commun dans le mariage. Voilà.
Donc, mais raison pour laquelle, pour mieux se garantir contre ces risques-là, il est mieux de souscrire, c'est ce que font la plupart des entrepreneurs individuels, de souscrire à une sorte de sûreté. Voilà, qu'on appelle nantissement. Voilà, c'est-à-dire que tu as déjà l'argent auprès d'une banque, et puis cet argent-là, tu fais une sorte de nantissement auprès de cette somme-là, et tu signes un contrat de nantissement à la banque pour que, en cas d'insolvabilité, la banque peut te prêter aussi l'argent pour que tu puisses rembourser. C'est une sorte de nantissement des comptes bancaires avec un crédit à l'appui. Voilà, c'est ce que les gens font. Là, dans ce cadre-là, et puis c'est même dans le contrat, passer avec les tiers, les co-contractants, voilà. Que ce soit avec les agents de sécurité qui viennent, les contracteurs qui viennent, ou toute personne qui est contractant ou bien qui est sous-traitant dans ce domaine. Ah, vraiment, voici comment on conclut le contrat, voici les clauses. Là, quand c'est comme ça, tu peux, en tout cas, garantir, en tout cas, la sécurité de ton patrimoine propre, pour éviter des amalgames. À la différence d'entreprise individuelle, la société, elle, permet de faire une distinction entre le capital de l'entreprise et celui de l'entrepreneur, de sorte qu'une partie du patrimoine est exclue du risque de l'entreprise. La société dispose d'ailleurs d'une société juridique distincte qui lui confère des droits propres ainsi que des obligations. Ça, c'est... Vous avez fait le droit de société commerciale, hein, mais ça c'est relatif parce que tu sais qu'il y a des sociétés commerciales qui sont, dont le risque est limité. Quelles sont ces sociétés-là? Comme les sociétés en nom collectif. Voilà, en nom collectif, les sociétés en participation, voilà, les sociétés de fait, tout ça, voilà. Mais les sociétés qui sont plus dans le domaine des affaires sont des sociétés auxquelles je fais allusion directement. Parce que les sociétés en nom collectif, je ne vois pas quel entrepreneur qui va les utiliser. Hein. Voilà. Donc, je suis allé dans la pratique, vous allez dans la théorie pour les décrire, et puis bon. Voilà. Donc, la société anonyme qu'on peut utiliser pour créer une société commerciale, puis c'est le stade d'achèvement sociétaire des entreprises, parce que c'est une entreprise, quand l'entreprise devient grande, voilà, elle prend en tout cas le statut d'une SA. C'est le cas des sociétés d'assurance, des entreprises bancaires, voilà, au niveau des sociétés qui, en tout cas, de grande envergure que dans des hydrocarbures, etc. Voilà. Donc on peut prendre la société anonyme, mais là, si tu as pris cette forme-là, c'est que, comme le dit en Afrique, tu es arrivé très loin. Parce qu'on te le disait, au niveau des startups, il faut commencer par les petites entreprises. Voilà. Ici, là, voilà, tu peux prendre si tu sais que tu commandes, même si tu as l'argent, c'est pas évident que tu commandes par ça. Par exemple, il y a deux choix qui peuvent s'offrir à l'entrepreneur, à l'agence événementielle. Parce que je vois, mais quand on voit le cas de Vaudou, qui est un agent de communication, dans le temps, Vaudou, qui est allé à Evra 2, là, ils étaient d'un petit point comme ça. Je me rappelle quand tu prends l'université là, et puis tu vas à Evra 2 là, et puis tu descends, il était caché d'un peu. Ah, on m'a dit que c'était Vaudou. J'avais même une cousine qui travaillait là-bas, on dit que c'était un Vaudou. Il dit, c'est Vaudou. C'était très petit. Et c'est après la crise que Vaudou a explosé comme ça, avec un grand bâtiment qui sont sur la colline là. Voilà. Là, c'est clair que la petite valeur capitale aujourd'hui, c'est pas 10 Pessarel, hein. C'est pas sûr. Donc, ouais. Non, ils ont commencé petit. Voilà. Donc, on commande d'abord sous la forme de micro-entreprise, ensuite petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie, qu'à ce qu'on puisse avoir son nom. Ces formes-là, voilà, sont conformes à la réalité de la SAR que les gens utilisaient. Voilà, juste à une période récente, voilà. C'est une société également. Avant la salle, elle demandait un capital parti fixe de 1 million. Mais maintenant, on ne demande plus. Ils ont fait sauter 1 million. Et puis, pour créer la salle, alors comment on l'a créée? Que tu es juriste, comment on crée la salle aujourd'hui, selon toi? Des statuts, oui. Qu'on peut aujourd'hui faire sous seing privé, pas forcément. Oui. Oui. Avec récépissé de dépôt de capital, Mmh. une banque ou un notaire. Mmh. Certaines informations comme casier judiciaire. C'est ça. Mais si tu es un petit entrepreneur qui
qui ne veut pas être un notaire, il fait comment pour créer sa salle? On peut passer par les CPC. Ok, c'est clair. Le CPC, c'est que tu ajoutes des choses. Voilà, donc c'est par le CPC, par le centre de la promotion d'investissement, où il y a un guichet unique, voilà, où tous les entrepreneurs, mais moi, bon, comme je suis souvent consultant, on m'a dit d'aller, voilà, me faire connaître auprès du CPC. Je suis allé, bon, je me suis dit que c'est une forme individuelle, hein, comme, voilà, je n'ai pas encore eu de grosses consultances, voilà, c'est après. Voilà, donc là-bas, on peut créer la salle, voilà, rapidement, puis c'est en quelques jours, 2 jours, 3 jours, voilà, puis c'est fait, voilà. Mais la forme notariée n'est plus une exigence. Depuis la téléphone en 2014, le verrou a sauté parce que c'était un blocage pour les petites entreprises. Et puis la forme notariée mettait plusieurs personnes dans la clandestinité. Voilà, donc c'était difficile. Donc, parce que la téléphone a ouvert une brèche. Voilà. Sauf convention, sauf disposition nationale contraire. Donc quand l'État a vu ça là, ils ont épuisé. Sauf, acte notarié, sauf disposition nationale contraire. Donc très tôt, voilà. Et c'est pas fait pour déplaire au notaire. Voilà, mais il ne peut pas prendre tout le temps des gens et puis bon, voilà. Donc à part la salle, il y a la SAS qui est arrivée, voilà, mais qui est encore plus malléable, voilà, qui n'est pas enfermé dans un formalisme, que, en tout cas, ceux qui veulent créer une agence événementielle, par exemple, ils peuvent prendre. Voilà. Donc, ils peuvent créer les statuts, etc. Voilà. Là-bas aussi, il n'y a pas de capital exigé. On peut emprunter la forme qu'on veut, pourvu que la forme ne soit pas contraire aux lois et règlements du pays. Ou aux lois et règlements, en tout cas, en matière commerciale. Voilà. Mais dans tous les cas, que ce soit la forme que vous voulez utiliser, un agrément auprès du ministère de la Culture pour les professionnels du spectacle est obligatoire. Voilà. Ce qui précède, la forme juridique la plus adaptée sera celle qui répondra le mieux aux besoins, aux moyens et aux perspectives de développement de l'organisateur. C'est lorsque vous voulez agir professionnellement et que vous voulez organiser des spectacles, vous voulez être un entrepreneur des spectacles, d'événements. Voilà. Voici un peu ça. Mais il y a des situations où on peut vouloir organiser des événements sans recours à une agence. On voit ça plein de personnes. Si tu veux organiser par exemple un mariage, et que tu as bien forcément l'agence, non? Si tu veux organiser même un dîner familial, et puis tu appelles des gens pour célébrer, en tout cas une fête ou bien commémorer un événement, pas besoin. Ou bien plein de funérailles, on organise à Figayo là. Et que c'est ça marche. Mais ce sont quand même des événements où il peut y avoir beaucoup de risques. Voilà. Vous voyez? Donc là, où le droit ivoirien permet aux organisateurs de spectacles d'organiser une... Et puis, il y a des gens qui font à Figayo, hein. Il y a les bâches qui sont là, voilà. Les chaises à louer, c'est le travail, hein. Mais je ne crois pas qu'ils aient créé ce dé pour ça. Voilà. Donc là, il faut ça comme ça, voilà. Mais comme c'est occasionnel, voilà. D'organiser une manifestation artistique sans pour autant disposer d'une licence d'entrepreneur des spectacles en événementiel. Cependant, au cas où l'organisateur du spectacle choisit d'organiser un événement sans agence, ils deviendront alors les uniques responsables en cas de problème lié à l'organisation. Voilà ce que j'ai vu à dire à ce sujet. Chapitre 2, du respect des formalités administratives préalables. Mais avant cela, il faut dire que pour toute entreprise, comme nous sommes dans le domaine du managérial, une entreprise, si elle veut le faire, vraiment sérieuse, tel que le secteur dans lequel vous êtes, c'est clair que... Comment vous faites quand vous voulez organiser des événements à l'endroit des jeunes du public, comment vous faites? On organise directement chez nous. On fait souvent des conférences, ce qu'on appelle chez nous des meet-ups, des after-work. After-work, oui. Avec, on peut inviter un entrepreneur, venir débattre d'un thème. Une autorité, oui. Voilà. Puis à la fin, il y a un petit cocktail. Oui. On fait ça tranquillement. Sans de grosses dépenses, hein. Oui. D'accord. Ok. Donc, voici un peu ça. Mais il y a des entreprises qui organisent des concerts, hein. Voilà, par exemple, les MTN, les Move. Voilà. Eux, je ne sais pas comment ils font, hein. Quand ils sont dans le secteur, ils appellent une agence pour promouvoir leurs produits, hein. Comment il faut? Je pense qu'ils étaient souvent des agences, oui. Auto a mis une branche qui s'appelle Soda.
Oui. qui est spécialisé dans l'organisation de ce genre de choses. Oui. D'accord. Quand ils font venir les célébrités. Les célébrités, oui. Des concerts ou des grands qui viennent Oui, oui. à y voir et tout. C'est ça. Ils ont une agence. Ah, c'est vrai, d'accord. Ok, pas de problème. Mais tout ça partie du marketing, hein? Marketing, voilà. Quand on a vu les Davido, qui encore là, plusieurs, des Fali, tout ça là. Voilà, en tout cas, il faut vraiment une agence. Donc, dans ce contexte-là, il faut, avant de commencer, après le préalable de la forme légale, et un respect des formalités administratives préalables. L'organisation d'un spectacle est soumise à certaines obligations légales. Le promoteur du projet doit ainsi procéder à la réalisation de plusieurs démarches administratives. D'abord, il faut l'organisation publicitaire, une autorisation publicitaire. Si l'organisateur souhaite faire de l'affichage sur le domaine public pour communiquer sur votre événement, la loi l'oblige à demander une autorisation auprès de la mairie. Le secteur de la publicité est régi par le décret du 2007 portant réglementation de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. En son article 111, ce texte dispose: l'autorisation d'implantation des dispositifs publicitaires est délivrée par le maire, la commune, selon les types de publicité suivantes: affichage publicitaire fixe, manuscrit ou imprimé sur papier ordinaire ou sur carton ou panneau. Les annonces peintes sur un support ou un panneau et les affiches protégées par une vitre. Les annonces et enseignes lumineuses à l'exclusion des croix vertes des pharmacies. C'est pour éviter la confusion. Là encore, il faut demander des autorisations de la mairie. Par contre, on n'affiche pas n'importe où, comme on a eu à le dire. Ensuite, il faut l'autorisation de l'événement. Alors, quelles sont les autorités compétentes? La très grande majorité des événements doit être soumis à des déclarations administratives préalables. L'autorisation préfectorale ou municipale fait notamment partie de la loi. D'autres déclarations sont aussi nécessaires dans certains cas, comme par exemple auprès du Burda pour les droits musicaux. Parce que vous avez utilisé quand même les morceaux des artistes. Hein? Voilà. Vous ne pouvez pas. Et ils savent que là, vous n'êtes pas à Figayo hein, pour un funérail. Là, vous êtes dans un événementiel marketiste. Vous utilisez les morceaux d'Alpha, de Mewe ou bien de. Bon, père son nom DJ Arafat. Mais là, ils savent que là, vous allez avoir de l'argent par rapport au produit. Donc là, c'est clair que vous allez payer des droits pour le Burda. La première étape est donc de contacter le maire, car celui-ci est notamment responsable de l'ordre, la sécurité, de la salubrité publique. Cette demande est aussi l'occasion souvent d'évaluer avec la municipalité les éventuels besoins en matériel et personnel, et aussi réaliser une demande de subvention. Si l'événement se déroule sur plusieurs communes, il faudra demander l'autorisation à chacune d'entre elles. S'il s'agit d'un événement plus important, une autorisation préfectorale sera nécessaire. Voilà. C'est le cas, par exemple, lorsque on veut organiser un événement d'envergure pour toute la ville d'Abidjan. Par exemple, si on veut organiser un concerto ou bien un événement au Félicia, comme on dit au Félicia, ça, ce n'est plus seulement pour le plateau, c'est pour la ville d'Abidjan. C'est clair que c'est le préfet d'Abidjan qui doit donner son autorisation. Voilà. Donc, voici un peu ça. Alors, ces formalités sont prévues par une loi de 2003 portant transfert et répartition des compétences de l'État aux collectivités. Vous voyez, les lois sont en train d'évoluer au fur et à mesure. Donc, nous avons parlé de la loi sur la communication. Nous tombons dans le cas de sur des textes relatifs à la décentralisation. Donc, voici l'article 1 du texte qui dit, qui émet un peu voilà, les prérogatives et autorités des collectivités qui sont garants de l'ordre, de la sécurité et puis également de la vie des populations. Et puis l'article 7 de ce texte affirme que la réalisation d'une activité sur le territoire d'une collectivité doit se faire après consultation préalable de la collectivité concernée. Ça, c'est le droit. Alors, quel doit être le contenu de la demande d'autorisation? Alors, cette demande doit être transmise au plus tard 1 mois avant l'événement ou 1 an plus tôt. Alors, qu'ils le font à l'avance, hein? Qu'ils le font à l'avance. Voilà. Vous voyez? Tu vas te dire, ah, le fond là-bas, c'est trop long. Mais en réalité, il se prépare. Parce que c'est d'envergure. D'envergure. Cette déclaration doit mentionner l'identité de l'organisateur, le lieu, la date
et la date de déroulement de l'événement, ainsi que l'heure de début et de fin, la capacité du lieu, la description des mesures de sécurité prévues. Il en va de même pour l'organisation d'une telle manifestation sur la voie publique. En plus de l'autorisation de la municipalité ou de la préfecture, les organisateurs doivent faire une déclaration de spectacle occasionnel auprès de la direction régionale des affaires culturelles de la région. Voilà. C'est la culture aussi peut être associée. Voilà. À adresser un mois avant le spectacle ou le concert, cette déclaration doit faire mention des suivant nature, le nom de la durée, voilà. Le détail, l'enseigne, la forme juridique de l'exploitant, voilà. C'est bien demandé. Du lieu de représentation en bois, même s'il paie ses impôts, tout ça, voilà. S'il a un agrément pour vérifier vraiment que c'est un professionnel à viser. Une fois l'autorisation administrative obtenue, il importe d'avoir connaissance des contraintes réglementaires du lieu où aura lieu la manifestation. Ces contraintes s'apprécient en fonction du type d'événement qui sera organisé dans une salle polyvalente, salle de concert, espace public, etc. Rue. Raison pour laquelle nous allons voir les contraintes réglementaires du lieu d'événement. Alors, les lieux d'événement ont une typologie, voilà. Et ça, nous avons pu ça en droit français. L'établissement recevant du public, qu'on appelle les ERP, sont définis par le Code de la construction de l'habitation français constituant tout bâtiment locaux et en dans lesquels les personnes sont admises, soit librement, soit moyennement une rétribution, une participation quelconque, ou dans lesquelles sont des réunions ouvertes à tout venant ou sous invitation payante ou non. Voilà. Donc, c'est comme des salles de spectacle. On va parler de la culture, l'hôtel Ivoire Sofitel, hôtel Ivoire, et puis encore tous les grandes places qui reçoivent du public, même les places ouvertes, hein, voilà, Inch'Allah, voilà, l'espace Inch'Allah, Figayo, Pougon, et j'en passe. Voilà. Dès lors, si cet événement se déroule dans une salle privée, habilitée comme établissement recevant du public, elle a tenu d'informer la mairie en précisant dans son courrier, voilà ce qui suit. Le but de la manifestation, le lieu, les noms et pronoms, le comité d'organisation, etc. Le classement des ERP s'effectue par type et par catégorie. Dans les secteurs événementiels de l'entreprise, il existe 3 catégories. Établissements spéciaux de plein air, les chapiteaux, tentes et structures, salles de conférence, réunions de spectacle ou à usage multiple. Voilà. On a beaucoup de salles aujourd'hui qui peuvent servir. Comme bien si les salles sont limitées, bon, il n'y a pas de grandes salles comme à la française. Alors, réglementation de sécurité également de la salle. Les organisateurs de l'événement auront donc la responsabilité d'assurer la sécurité des personnes participant à l'événement. Et vous devrez faire respecter les obligations légales, sécurité, surveillance, capacité d'accueil, respect de l'heure, fermeture. La structure doit ainsi s'assurer de bien respecter les règles de sécurité de l'accueil du public. Si l'événement se déroule en intérieur, les organisateurs doivent appliquer la réglementation de sécurité de l'établissement correspondant, parce que les établissements en réalité sérieux ont un règlement intérieur. Tous les grands bâtiments, mais ce bâtiment a un règlement intérieur. Conseil de sécurité, incendie, voilà, prévention, etc. Tous les dispositifs pour emprunter les marches, les escaliers en cas de risque. Tout établissement sérieux a un règlement intérieur. Donc, il faut se conformer à ce règlement intérieur-là, qui est relatif à l'habitat. Voilà. Et cela est réglé par le Code de la construction et le règlement de sécurité propre à l'établissement. Le propriétaire du lieu est chargé de respecter ces règles et devra être en mesure de vous fournir ces informations si besoin. Et ces éléments sont fournis par une loi ivoirienne, en complément de la loi française. C'est une loi de 2019 instituant un code de la construction et puis de l'habitat, qui dispose en statut 9 et 10 la gestion de la construction et du cadre bâti sur l'ensemble du territoire national est basé sur le risque à la construction et à l'usage du bâtiment. C'est le cas des bâtiments de catégorie 6 réservés au culte et loisirs. Voilà. Mais si l'événement se déroule à l'extérieur d'un bâtiment, c'est clair qu'on ne peut pas appliquer ces principes. Mais dans tous les cas, on dit que les règles de base doivent être appliquées pour assurer la sécurité du public. Ensuite, il faut assurer la sécurité, la prévention et l'accessibilité lors d'événements. Il faut la sécurité de l'installation électrique, par exemple,
Dès lors que les organisateurs décident de mettre en place une installation électrique sur le lieu d'événement, ils doivent faire face à des risques d'électricisation, électrocution et dans le pire des cas d'incendie. Le rôle des contrôles d'installation électrique est obligatoire dans tout établissement d'espace public. Par exemple, en cas de demande d'ouverture d'établissement d'espace public, un dossier technique comportant un plan d'électricité doit être mis au service prévention des pompiers. Les obligations sont fournies par la loi 2014 portant code d'électricité en Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut, si y a un bâtiment qui est ouvert, spécialement comme ça des spectacles, il faut fournir aux pompiers, voilà, le GSPM, tous ces... Voilà. Encore que, mais quand on noue un tel bâtiment, pour le mettre en exploitation, il faut aller voir les pompiers, ils vont vérifier. Parce que c'est le public qui ça va recevoir, ce n'est pas une maison privée. Voilà. C'est le code d'électricité qui le dit. Voilà, donc voici un peu ça. Parce que même quand c'est en plein air, ces mesures similaires doivent être répétées. On a vu le cas des artifices, hein, feux d'artifice à Abidjan, là, où une fois on a vu ceux qui viennent d'Abobo ont eu tous les problèmes. D'autres, il y a eu des dommages corporels. Voilà. Je ne sais pas si ils sont tombés dans la lagune ou bien il y a eu des accidents, en tout cas. Il y a en tout cas un dommage. Qui va se mettre à responsabilité? Donc c'est comme si les consignes de sécurité n'ont pas été soit bien prises ou bien les gens simplement n'ont pas respecté ça. La raison pour laquelle cette loi, ces décrets d'application imposent aux propriétaires du lieu d'effectuer une vérification périodique annuelle d'installation électrique. Mais là, c'est très risqué. Voilà, donc il faut également un contrôle agréé avant l'événement pour éviter parce que l'événement, en tout cas, font appel à beaucoup de déchets électriques. Donc là, il faut beaucoup voir si les transformateurs, tout ça, c'est en tout cas bien au point. Dans ce contexte, il faut une prévention incendie et accessibilité. Alors par rapport à l'incendie, par exemple pour le concert, par exemple, il faut des consignes d'incendie, des extincteurs. Il faut évaluer le risque de réaction des feux au feu des différents matériaux, etc. Quand on prend le cas, par exemple, on dit qu'il est également indispensable de redoubler de vigilance si les initiateurs d'événements veulent inclure des animations impliquant des flammes, telles qu'un spectacle de cracheur de feu ou un feu d'artifice. Voilà. Et là, ce sont des véritables dynamites qui sont là. Maintenant, pour l'accessibilité, il faut vérifier l'accès au lieu et prévoir des sorties de secours. En tout cas, l'espace ne doit pas avoir une seule entrée ou bien des entrées réduites. Donc il faut également, pour les personnes à mobilité réduite et les handicapés, prévoir des sorties spéciales. On dit que l'équipement approprié doit être mis en place sur le site d'événement pour l'accueil et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ensuite, il faut le respect de l'environnement et du lieu de voisinage. Alors, en Afrique, c'est que le véritable problème, les bruits et puis la propriété. Quand ils se rendent sur le lieu de l'événement et en sorte, les participants doivent s'assurer de ne pas déranger le voisinage par tout comportement indécent ou perturbateur du quotidien des habitants. Uriner sur la voie publique, faire du bruit, causer des situations de dommages. Ça, c'est patent, hein? Quand on prend le cas de Félicia, par exemple, on dit à des gens qui pissent dans des sachets d'eau, voilà, puis ils jettent ça sur les camarades en bas. D'autres même autour du stade, au lendemain, tout en train de pulluler, en tout cas, soit de matière fécale ou bien d'urine, etc. Il y a beaucoup de choses, voilà. Plein d'immondices qui restent. Et sans compter qu'il y a beaucoup de déchets. Raison pour laquelle, dans un souci de respect de l'environnement, les organisateurs ont pour obligation de respecter tout le système de co-responsabilité et de gestion des déchets mis en place dans la tenue d'événements. Voilà. Et cela est régi par la loi de 1996 portant Code de l'environnement, en affirmant que les promoteurs de l'événement doivent assumer les coûts de la pollution générée par leur activité et éventuellement préconiser les mesures de mise en état des sites dégradés. Voilà. Raison pour laquelle l'article 1 du Code de l'environnement dispose que cette loi dispose que les déversements, dépôts de déchets de toute nature susceptibles de provoquer ou d'accroître la pollution des ressources en eau sont interdits. Voilà. On a beaucoup de choses. Même parfois, quand il y a un événement, par exemple, les saletés là, au début des endroits, ils déversent dans l'eau, bien dans le milieu environnant. Voilà. Et il y a aussi le problème de parking. Dans cette dynamique, toute forme de parking sauvage est interdit sur la voie publique lors de l'événement. Voilà.
la circulation souvent est brouillée. Et dans ce contexte-là, il y a une agence aux libertés publiques, des tiers, ceux qui ne participent pas. Et puis, circuler, il faut tenir compte de ça. Un parking réservé aux camping-cars et camions sera prévu par les organisateurs de l'événement. Il faut chercher des lieux pour pouvoir sécuriser également, en tout cas, les véhicules, les participants. Il faut prévoir un service de sécurité pour les participants. L'association événementielle où les initiateurs doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité de l'événement qu'elle organise, particulièrement si celle-ci réunit des centaines, voire des milliers de personnes. Dans leur ceci doit prévoir un service d'ordre dont la mise en place doit faire l'objet d'une déclaration à la mairie ou à la préfecture un mois avant la date du spectacle ou du concert. Et comme dit mentionné, en tout cas tout ce qui suit. Tous les éléments qui constituent l'identité des organisateurs, ainsi que les modalités d'organisation, nombre de personnes attendues, pour éviter les débordements. Ensuite, il faut des dispositions relatives à la sécurité du personnel employé pour la manifestation. La tenue de tout événement doit tenir compte de la sécurité et la santé des travailleurs. Les mesures d'hygiène sont indispensables à la sécurité et la santé des travailleurs à l'intérieur des établissements chargés de l'organisation de l'événement. Ces obligations sont incontournables du fait qu'il est important d'engager des vigiles. Il y a des erreurs, c'est un Z que j'ai mis là. Voilà. D'engager des vigiles. Attendez. Voilà. Voilà. Des vigiles pour assurer la sécurité de l'événement, vérification des sacs à l'entrée de la salle. À défaut de ne pas avoir engagé une agence événementielle, il vous faudra évidemment constituer une équipe d'organisation qui agira en même temps maître de cérémonie d'événement. Et que soit le statut des agents chargés de l'organisation, ces restes s'imposent et sont prévus par la loi de 2015 portant code du travail. Voilà, avec cette disposition qui dit que, conformément aux dispositions prévues, à l'article 42.1, tout établissement ou entreprise occupant habituellement plus de 50 salariés, l'employeur doit créer un service d'hygiène de sécurité au travail. Et pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Voilà. Par exemple, tu as un événement, le service traiteur, ils viennent. Tout cela, il faut les assurer. Il faut les assurer. Il faut leur faire signer un contrat. Un contrat, parce que si, dans le secteur, comme on le dit souvent, pour informel, ceux qui travaillent souvent sont des contractuels ou bien ce sont des CDD à directeur réduit. Et le plus souvent, je ne pouvais pas une assurance. Mais en Europe, c'est des secteurs qui portent, qui marchent, où les gens gagnent confortablement leur vie. Et nos frères qui vont en Europe pour faire ce qu'on appelle souvent le jossi, là, quand ils sont dans le secteur, ils gagnent bien leur vie. Et ils envoient de l'argent aux parents. Voilà. Mais ici, c'est des secteurs, bon, c'est l'informel. Oui, voilà. Donc, il faudrait protéger la vie des salariés dans ce secteur. Pour que ça puisse marcher. Il y a une ordonnance de 2007, prévoit encore la prévention sociale qui prévoit la garantie des salariés face aux risques professionnels. Il faut aussi avoir recours à un contrat d'assurance. Rassembler une masse importante de personnes en un même lieu et pendant une durée assez courte peut vite tourner au drame si tout n'a pas été prévu. La loi française précise dans ce cadre qu'en cas d'organisation d'un événement sportif, la responsabilité civile de l'organisateur est engagée pour assurer la sécurité des participants. Alors une police d'assurance est alors exigée. Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la réglementation des assurances est régie par une organisation intégrée d'assurance, voilà, ratifiée en 2013 à Ouaga, à Dakar. Voilà, ça a été révisé puisque le corps CIMA, c'était le corps CIMA, voilà, qui était... Nous, on a fait le premier coup d'assurance à la fac, je crois, dans l'année 2000, hein, en l'année 2000, mais si on parle de 2013, c'est que ça a été fortement révisé. Dans nos cas d'espèce, je te mets l'accent sur les assurances contre l'incendie, article 45 à 50, et les assurances de responsabilité, article 54. Pour la sécurité des personnes et des biens, il sera obligatoire de souscrire à une assurance de responsabilité civile organisateur. Voilà. C'est important parce que si vraiment on veut même vous donner l'agrément, vous êtes des habitués au lieu, aux événements, c'est clair que pour vous agréer, on doit vous demander ça. On doit demander ça. Oui.
Même moi, mais je voulais effectuer un voyage en France, un voyage scientifique là. On m'a dit oui, moi j'ai une assurance. Mais je suis à la Sonou pour prendre plus d'assurance. Oui. Donc, pour que ce soit couvert, par exemple, on dit mon séjour en France, là, ça doit être couvert si je fais des dégâts, ou si je fais quelque chose. Il dit, ah bon? Ok, tu dois souscrire. Ok, d'accord. Oui. Donc, une assurance est obligatoire, surtout pour les professionnels. À moins que ceux qui organisent l'événement le fassent à titre occasionnel, ou bien soit dans le contexte populaire. Oui, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ce contrat est au profit exclusif des tiers, les participants, et que les dommages corporels, matériels ou immatériels financiers causés aux tiers, si vous le souhaitez, en tant qu'organisateur, est engagé. Donc, voici une liste de dommages qui sont susceptibles d'advenir. Les dommages matériels et ou corporels, y compris pendant le transport, matériel de présentation endommagé lors du déplacement, ou pour louer du matériel. Voilà. Ça peut être endommagé. Les dommages matériels ou immatériels consécutifs, les dommages aux biens immobiliers, les locaux, oui. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas avoir une bonne tenue dans les salles de spectacle. Il peut casser des chaises, voilà. Souvent, même faire des graffitis sur le bâtiment, tout ça. Voilà, dans le feu de l'action, de l'émotion, voilà, tout ça. Les dommages aux biens confiés, vêtements des participants confiés au vestiaire, oui, ça peut arriver. Ou bien leurs objets. Il peut y avoir une perte d'objets, par exemple. La sécurité civile de toute personne participant à l'organisation d'événements, bénévoles, membres de l'association, conférenciers. La faute inexcusable, elle doit être également couverte. Voilà. La faute d'imprudence, de négligence, tout ça. Et intoxication alimentaire. On ne sait jamais, il faut garantir. Et puis aussi une garantie annulation. En cas d'annulation de la manipulation artistique, en zone de grève ou d'une tempête. Ça peut arriver. On dit que le concert est prévu à telle heure ou tel jour. Et puis bizarrement, voilà, ce jour-là, il y a une grève des Baka ou bien il y a des manifestations dans le pays. Ça advient. Ou bien il y a une émeute dans le quartier. Et on oublie de reporter ou bien d'annuler. Ça, il faut une assurance pour pouvoir restituer aux participants, ou bien ceux qui ont souscrit, ou bien ceux qui ont payé les tickets. Il faut les rembourser, sinon vous aurez des problèmes. Voilà, il faut une assurance pour éventuelle annulation. Voilà. On dit cette assurance, quand vous êtes professionnel, vous souscrivez à cette assurance soit pour l'année, ou bien ça dépend des modalités. Voilà. Maintenant, il faut un recours au service de protection civile aussi. La protection civile est un ensemble d'outils de préparation à l'urgence comprenant des mesures de sauvegarde et de mise en œuvre des secours nécessaires pour faire face aux incidents, aux accidents, aux sinistres et aux catastrophes naturelles, aux catastrophes auxquelles les populations pourraient être éventuellement confrontées dans l'organisation d'événements. Pour travailler de manière rationnelle, la protection civile intervient à partir des plans d'organisation des secours, plans ORSEC, dont ce plan est prévu par un décret 79, portant l'organisation des secours à l'échelon national. Et ce décret-là, il est également mis en œuvre par une décision ministérielle de 93, voilà, relative à l'organisation des secours dans le cadre départemental ou à l'échelon national en cas de sinistre important. Voilà. Il y a des concerts ou bien des matchs, des stades, qui ont débuté sur des drames. Mais je crois que c'est une fois arrivé au Félicia ici, je pense, une année. Ils ont saccagé le stade, ils ont boire tout ça. Il y a des blessés. Il y a eu même des pires catastrophes. Il y a la catastrophe de Liverpool, dans les années 70 ou 80, où plein sont morts. Il y a des débordements de foule. Vous voyez? Non, ça fait quand ça devient sinistre. Voilà, ça devient un peu de protection civile. Il faut appliquer ces plans-là. Voilà. Pour prévoir en tout cas des plans de sortie, en cas de débordement, des plans de secours pour pouvoir prendre en charge, en tout cas les personnes étouffées. Donc, il faut former des secouristes ou bien faire appel à des personnes spécialisées à cet effet. Voilà. Pour que toutes les mesures soient mises en place pour pouvoir épargner la vie de centaines de milliers de personnes. Voilà. Donc c'est très important. Donc, la protection civile caractérisée par les services de secours n'est pas obligatoire pour les événements de petite ampleur. Il est quand même fortement conseillé de garder à portée de main
une troupe de premier secours ou prévoit un poste de secours géré par la service de protection civile tels que les agents des sapeurs-pompiers. Il est également important d'avoir une liste de numéros d'urgence, par contre. Pour les grands spectacles et conseils, il est impératif de faire intervenir les secouristes, les pompiers, le SAMU ou l'antenne locale de la Croix-Rouge. Cela fait de garantir la sécurité des visiteurs et des membres du staff. Dans le chapitre 8, que dans le chapitre, nous voyons la responsabilité encourue, civile encourue par les organisateurs. Donc nous avons mis l'accent particulièrement sur la responsabilité civile, la responsabilité pénale plus ou moins c'est. Voilà, la prison, voilà, puis peu importe la liberté, amende, voilà. La matière civile, voilà, puis le citoyen de choix souvent c'est au civil qui est. Mais bon, parce que si on met le gardien en prison, ceux qui ont des handicaps, on fait quoi d'eux? Ah, ça, c'est qu'ils recherchent. On doit dédommager. Donc, quels sont les mécanismes de la responsabilité civile? Bon, nous sommes des juristes, plus ou moins, mais il faut revenir là-dessus. La participation à un événement porte la responsabilité des organisateurs. L'équipe d'organisation répond de toute responsabilité dans des dommages qui peuvent provenir directement ou indirectement d'actes ou d'omissions de l'organisation ou du personnel organisateur ou toute personne ayant été embauchée pour la circonstance ou d'un tiers pendant le temps écoulé à l'intérieur de la salle, à moins que les dommages ne soient causés par une faute indépendante de l'organisateur. Alors, quels sont les types de responsabilités? Nous savons tous, hein, il y a une typologie. Si elle n'est pas contractuelle, elle est délictuelle. Voilà. Si elle est contractuelle, résulte de l'article 1147 du Code civil. Elle est liée même au thème du contrat. Par contre, on dit là, selon l'article 1134 du Code civil, le contrat est la loi des parties. Voilà. Toute personne doit faire des clauses. Voilà. Maintenant, la secte délictuelle tient en tout cas son essence de 1382, que nous avons vu tous en droit des obligations en deuxième année, et en licence 3 des obligations aussi. Voilà, c'est l'obligation de payer des dommages et intérêts pour l'inexécution fautive d'une obligation de dans la loi. Passe par un contrat. Alors, comment c'est mis en œuvre? Alors, pour la mise en œuvre de la responsabilité, nous sommes rapportés à la responsabilité encourue par les dirigeants sociaux dans le cadre d'une entreprise. Voilà. Parce que souvent, si c'est une agence événementielle, c'est dans le cadre d'une société le plus souvent. Nous sommes les dirigeants qu'il faut actionner pour mettre en œuvre tous les mécanismes de la responsabilité civile. Même si ce n'est pas une société, SAL ou bien SAS ou bien SA, ce sont des organisateurs très simples, c'est clair qu'ils vont encourir une responsabilité apparentée à celle-ci. Voilà, une responsabilité in solidum, voilà, qui est d'origine jurisprudentielle, qu'on peut l'appliquer. Mais si on appelle le cas, la responsabilité des dirigeants d'entreprise, voilà. Et cette responsabilité emprunte celle des dirigeants sociaux de toute organisation, en droit WADA, comme en droit commun de la société civile, la responsabilité des dirigeants envers la société des associés, tel que prévu par l'acte uniforme, elle est subordonnée à la preuve d'une faute commise par ceux-ci, d'un dommage subi par la société ou les associés, et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Bon, la faute, hein, bon, c'est un peu long, mais voilà, on ne va plus tout lire. Il y a la faute, voilà, la faute est définie ici, la violation des lois, des règlements, des principes. Hein. Ensuite, le dommage, il peut être corporel, il peut être matériel, il peut être émotionnel. Il faut la preuve, le lien de causalité, dans la faute de dommage, que ce soit délictuel, contractuel, voilà. Il faut une lien de causalité, comme on l'a vu en deuxième année. Voilà. Au total, la responsabilité des agences événementielles à l'égard des participants à la manifestation au public, telle qu'elle est organisée par le droit des sociétés, est pratiquement subordonnée aux conditions exigées par le droit commun en matière de responsabilité civile. Il en est d'ailleurs ainsi en ce qui concerne leur responsabilité à l'égard des tiers. Bon, voici un peu la conclusion du mineur avec quelques références bibliographiques. Voilà, plus que souvent, ce sont des thèmes, ce sont des Français qui écrivent beaucoup dessus. On s'est remis à leur écrit. Donc voici un peu l'exposé liminaire de cet enseignement-là que j'ai tenu à vous livrer. Voilà, maintenant s'il y a des questions. Voilà. Il n'y a pas vraiment de questions. Je crois que je comprends que le droit de l'événementiel est un droit très très transversal, donc qui est constitué plutôt de textes
C'est un ensemble de normes régissant déjà des secteurs qui oui. se retrouvent Ouais. entremêlés Entre... dans l'organisation d'événements. Effectivement, effectivement. Okay. Donc c'est clair, on a tout ce qui concerne la société, le lieu qui va accueillir l'événement, l'utilisation donc de la propriété intellectuelle des artistes. Effectivement, c'est ça. On va engager tout ce qui est loi sur la propriété intellectuelle, les organismes comme le Florida et tout, les autorisations. Oui, effectivement. C'est important. Donc il y a le droit de l'environnement également, qui nous termine de compte. C'est ça. Tout ce qui est salubrité, environnement, les lois sur la publicité qui reviennent encore dans le cadre de la promotion de l'événement. Voilà. En tout cas, c'est plus ou moins clair. Ok. D'accord. C'est important parce qu'on pense que c'est des situations c'est un peu bien facile à appréhender. Mais quand on organise un événement, on peut, si on n'est pas trop vigilant, et puis si on n'est pas bien conseillé, on peut manquer un pan de ses obligations. Voilà. Si on veut aller vite en besoin et puis on veut organiser soit seul, ou bien on veut organiser avec des personnes qui ne sont pas beaucoup averties, ou bien qui ne sont pas professionnels dans le secteur, on peut manquer à quelque chose. Voilà. Et c'est lorsque un dommage va se produire que tout de suite, on se rendra compte que on a été coupable d'un manquement. Voilà la loi. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui organisent des événements même sans pouvoir prendre la tâche avec cette autorité. Hein. Oui. Et puis on oublie de l'interpeller. Hein. Voilà. Bon, ça arrive. Excusez-moi. Allô? Ah, c'est les envols là. Oui, oui. Non, ça c'est là, vraiment. Oui, 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 c'est ça. D'accord. T'as compris. Merci. Voilà, effectivement. C'est un domaine tellement transversal et puis l'événement a tellement plusieurs réalités qu'il faut prendre en compte toutes les facettes de la chose. Surtout la sécurité des personnes. La sécurité des personnes. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont surexcitées. Voilà. Et puis d'autres aussi qui sont non respectueux, en tout cas, du droit des tiers, du droit des autres. Il faut faire face à ça. Même quand tu organises un événement et puis quelque chose se perd, hein, qu'on ne trouve pas le coupable immédiat, tu vas assumer la responsabilité. Hein. Ils se disent par ricochet, c'est clair. Tu es censé assurer la sécurité de tout ce qui arrive. Si on se rend compte que tu n'as pas mis assez de personnes pour gérer la sécurité, c'est clair que si la personne connaît ses droits, elle va aller au commissariat. Hein. Puis ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. Voilà. Donc voici un peu ça. De la même façon, donc si tu n'as pas fait diligence pour apprêter tout le dispositif qu'il faut pour veiller à la propriété des lieux, ou bien pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dégradation massive, voilà. Tu vas vraiment assumer une responsabilité avec l'autorité communale et bien même avec le ministère de l'Intérieur. Donc ça sera encore plus grave. Donc, il faut beaucoup, en tout cas, de vigilance pour ne pas manquer à un devoir précis, parce que tout est lié. Tout est lié. Voilà, donc c'est très important. C'est très important. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, dans l'ensemble, je pense que ces cours-là, vous les bossez et puis bon, vous essayez de voir comment vous comprenez ça. Bon, mon numéro est sur un cours là. Vous m'appelez s'il y a quelques éléments d'incompréhension. Voilà. Puis bon, par rapport à l'évaluation, je vais m'en remettre
À la direction. Voilà. D'habitude, ici, là, comment vous composez? Bon, programmer au fur et à mesure par la direction. Et puis, bon, généralement, c'est avec le document autorisé. Et puis voilà, c'est... D'accord. Et quels sont les sujets, par exemple, que les gens donnent ici, qu'on vous donne? Bon, on a eu beaucoup de cas pratiques. Des questions ouvertes aussi. D'accord. Pas beaucoup de QCM. Mais on a eu beaucoup de cas pratiques, des questions de... Questions-réponses. Des questions-réponses. Questions-réponses, des questions pratiques. Hein. Des questions pratiques, voilà. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Oui, avec vous, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des dissertations. Hein. Non. C'est pas la doctrine, comme on l'a vu ici. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok.